de repos est un balado bienveillant et réconfortant, un espace où des psychologues prennent le temps de nous donner des conseils pour nous apaiser durant cette période de confinement. Mon nom est Marie-Claude Frenette, je suis l'hôte de cette tribune où l'on discute le plus en douceur possible de la préservation de notre précieuse santé mentale. Bonjour à tous ceux qui viennent de franchir l'entrée de l'ère de repos. Aujourd'hui, nous accueillons la psychologue Mélanie Lamort avec nous. Bonjour, docteur Lamort. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, le confinement ne perturbe pas trop vos activités? Elles sont effectivement très perturbées, Ouais, mais le moral est bon quand même. Good. Bon, justement, aujourd'hui, je vous invite un peu pour nous offrir un peu d'apaisement là, dans tout ce contexte. D'ailleurs, durant un de ses points de presse, le premier ministre François Legault nous a dit que c'était normal là, d'être stressé. Alors, première question simple, est-ce que c'est vrai que c'est normal d'être stressé et pourquoi? Oui, oui, effectivement, Monsieur Legault a raison, c'est normal d'être stressé. Là, je pense qu'on est tous, on commence tous à être un peu plus familiers avec la situation. Il y a une pandémie mondiale, il y a des risques réels sur la santé des gens, puis la santé physique, mais la santé financière. Nos vies sont perturbées. C'est normal d'être stressé. Le stress, c'est une expérience absolument utile dans la vie. Juste pour faire un petit cours stress 101, là, dans le fond, le stress, c'est quoi? C'est le corps qui se mobilise, entre autres par la libération d'hormones, pour se préparer à faire face à une situation de danger, soit se battre ou fuir. Quand les gens disent « Ah, j'ai comme une poussée d'adrénaline », mais c'est ça, là, c'est le stress qui monte pour qu'on puisse faire face à la situation. Ce qui est tout à fait normal, puis on est dans une situation où, effectivement, on vit un danger qui est réel. Fait que, en ce sens-là, notre corps réagit en produisant une réponse de stress qui est absolument adaptée à la situation. Puis pour préciser un peu plus, il y a dans la situation actuelle des éléments qui sont vraiment propres à le propre d'une situation qui est stressante. On a une chercheure qui est extraordinaire ici au Québec qui s'appelle Sonia Lupien, qui a mis sur pied une compréhension du stress en 4 ingrédients. Donc, une situation qui contiendrait ces 4 ingrédients-là serait considérée comme une situation stressante. C'est quoi les ingrédients? Ils se résument par l'acronyme CINE, C-I-N-E, donc C pour contrôle, I pour imprévisibilité, N pour nouveauté et E pour ego. Puis si on regarde ça comme il faut, là, présentement, on n'a pas vraiment beaucoup de contrôle sur la situation. Elle est absolument imprévisible. On ne sait jamais, hein? On attend toujours le point de presse du lendemain pour savoir c'est quoi qui va se passer parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. On ne peut pas vraiment faire des prévisions, même pas à si court terme que ça, là, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. On est dans une situation qui est absolument nouvelle. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui ont vécu ce genre de situation-là dans leur vie. Ça a déjà existé dans notre histoire, si on pense par exemple à la grippe espagnole, là, mais de façon plus récente, on l'a jamais vécu, nous. Pour nous, c'est tout à fait nouveau. On n'a pas de référents passés sur lesquels on peut s'appuyer pour savoir comment on va se comporter. Là, aujourd'hui, on le sait pas. Puis menace à l'ego. Donc, là, on peut penser même au sens plus large, menace à la vie. Fait qu'en ce sens-là, une situation qui contiendrait un de ces éléments-là serait susceptible de générer du stress. Si on regarde la situation actuelle, elle contient les 4. En ce sens-là, là, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est normal d'être stressé. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Au moins, c'est rassurant de savoir que c'est correct d'être stressé, dans le fond. Tout à fait. Mais quand vous parlez de l'ego, c'est intéressant. L'ego puis le contrôle sur notre vie, c'est lié en psycho? Tout est lié tout le temps, là. Ouais. Mais si on pense à l'ego, tu sais, l'ego au sens de la psycho, on va parler du sentiment d'estime personnelle. C'est sûr que plus mon ego est solide, plus je suis en mesure aussi d'avoir confiance en ma capacité de faire face aux situations.
Donc, ça peut me donner une impression de contrôle qui est un peu plus grande. Dans ce sens-là, on peut faire un lien entre les deux. Mais comme je le disais dans l'exemple, on peut aussi penser à la menace à l'ego de façon beaucoup plus large, comme une menace à la survie, l'ego comme étant soi, finalement. T'sais. Puis il y en a une menace à notre survie, c'est sûr, là, on se le cachera pas, là, c'est quand même une problématique de santé qui est très importante, là. Puis là, une fois qu'on sait qu'on est stressé, est-ce que vous trouvez justement peut-être que ça, c'est de réaliser aussi que nous, dans notre société axée sur l'atteinte du succès, le bonheur et le bien-être, on a peut-être tendance à croire que ressentir des émotions désagréables, c'est pas normal, il faut qu'on les évite, fait que là, ça peut nous apporter du stress, mais dans le fond, d'accepter que c'est normal de pas se sentir bien, c'est la voie vers, dans le fond, la guérison ou se sentir mieux. Absolument. Ben oui, absolument. En fait, je pense que c'est très bien formulé, là. Quand on, déjà, déjà, on vit un stress. On va Ouais. se le dire. Puis si en plus de vivre ce stress-là, on a l'impression de pas être normal, d'être stressé, ben ça rajoute comme une deuxième peine à quelque chose qu'on vit, on est déjà en train de vivre. Fait que c'est comme pas vraiment nécessaire. Fait qu'en ce sens-là, d'accepter les émotions désagréables, là, dans ce cas-ci, on parle de stress, mais dans la vie de façon générale, Mm. d'accepter que les émotions désagréables font partie de la vie, ça enlève comme une couche à la détresse qu'on peut vivre, en quelque sorte. Tu sais, on peut Mm. s'imaginer, c'est comme si on... Tu sais, c'est vrai que beaucoup de gens on portent en eux une espèce de fausse croyance qu'on pourrait, tu sais, qu'il y a une possibilité d'atteindre une espèce de bien-être si grand qu'on ne ferait plus l'expérience de souffrance. Ouais, Ce genre qui est le nirvana ultime tout le temps, à 100% du temps, là. absolument, c'est ça, mais non, ça n'arrivera pas. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, pour pouvoir vivre une expérience, disons, de confort, il faut qu'on puisse avoir vécu aussi l'expérience de l'inconfort. C'est l'inconfort qui donne son sens au confort et le confort qui donne son sens à l'inconfort. Les Mm. contraires sont essentiels dans l'expérience. En ce sens-là, la détresse est essentielle au bien-être et vice-versa. Puis ça, c'est comme un concept contre lequel on ne peut pas se battre. Là. Ça fait partie de la vie puis de comment on vit nos expériences en tant qu'être humain. Fait que du moment qu'on accepte que ben, si on veut pouvoir vivre des moments de plaisir, des moments de bonheur, des moments de bien-être, ça va aussi impliquer qu'on va vivre des moments de détresse, des moments de souffrance ou des moments qui sont plus difficiles. Quand on accepte ça, on n'est plus en résistance contre ce qu'on vit. On peut le vivre et dans ce sens-là, c'est beaucoup moins douloureux. C'est comme si on enlève une couche d'inconfort dans la situation. Donc, de bien vivre nos émotions, là, ça nous amène à les accepter. Comment on fait justement pour vivre la situation, puis l'accepter, puis pas chasser ses émotions? Ben, c'est une excellente question. Euh, Je parle pas de fait vécu du tout, non, là. non, 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 pas du tout. Personne ne parle de fait vécu, c'est Personne pour fait une ça. amie. Ouais, Non, c'est ça. Euh, c'est une question qui est difficile à répondre rapidement et simplement parce que dans la pratique, c'est très compliqué. Puis en même temps, en théorie, c'est quelque chose de relativement facile là-dedans. T'sais. En bout de ligne, c'est comme si on demande à un adulte comment on fait pour marcher. T'sais. Ben, je marche. T'sais. Mm. J'avance. Je mets un pied devant l'autre. Oui, mais comment on fait pour mettre un pied devant l'autre? Mais on avance le pied. Oui, mais comment on fait pour avancer le pied? Ben, on l'avance, là. À un moment donné. Ben, c'est un peu la même chose. C'est comme si à un moment donné, arrêter de se battre contre ses émotions, c'est faire une espèce de prise de conscience que l'émotion, elle est là de toute façon. Que je m'oppose à cette expérience-là ou que je m'y oppose pas, elle va être là anyways. Donc, c'est beaucoup plus Mm. productif ou utile que d'accepter de le vivre. Disons, ça nous fait sauver du temps. C'est un peu comme si, par exemple, j'arrive avec mon trousseau de clés, j'essaie de débarrer la porte de ma maison. Puis là, la clé rentre pas dans la serrure, tu sais. Puis Mm. là, je peux, pendant 3 heures, essayer de rentrer la clé dans la serrure, puis recommencer, puis recommencer, puis recommencer. Puis à un moment donné, peut-être que, tu sais, certains vont le faire plus rapidement que d'autres. Peut-être que je vais pouvoir prendre du recul, faire comme, hey, on dirait que ça fonctionne pas. Peut-être que je pourrais essayer d'autres choses. Et puis là, ça me donne l'opportunité de peut-être voir que j'utilise pas la bonne clé, puis utiliser la bonne clé. Puis là, tout d'un coup,
la porte s'ouvre. Mais accepter ses émotions, c'est un peu ça, tu sais. Se refuser à cette expérience-là, c'est un peu comme toujours essayer d'entrer la mauvaise clé dans la serrure. À un moment donné, il faut comme se rendre compte que ça fonctionne pas, puis ben accepter de changer sa façon de faire, donc accepter de vivre l'expérience d'une émotion qui est désagréable. Puis on a peut-être aussi, c'est ça, comme vous dites, des réactions initiales un peu différentes chez tout le monde. Il y en a qui vont tout de suite avoir le réflexe de dire ben non, ça va bien aller, tu sais, comme tout est beau, je passe à autre chose. Tandis qu'il y en a qui vont dire hey, moi, je panique, j'ai peur, mais est-ce que peut-être ces gens-là qui disent je panique, j'ai peur, c'est plate, en leur disant oui, c'est vrai, tu sais, c'est inquiétant, t'as raison, ça peut les aider peut-être à vivre leurs émotions au lieu de les tasser en essayant de dire ben non, voyons donc, c'est pas grave, tu sais. Absolument. Ben oui, c'est exactement ça. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est donner de la place à ces émotions-là parce que c'est vrai que ça fait peur, puis c'est vrai que c'est plate, puis c'est vrai que c'est triste, puis c'est vrai que c'est fâchant, puis c'est vrai que c'est dérangeant. Toutes ces émotions-là, elles sont tout à fait normales, puis on les vit toutes à plus ou moins grande échelle. Fait que de leur donner le droit d'exister, ça va nous permettre après ça de pouvoir passer à autre chose finalement. T'sais. C'est comme si fallait se donner le droit de les vivre, ces émotions-là, pour après ça parvenir à être réellement engagé dans une action concrète de résolution de problème ou peu importe là, dans quoi on veut se mettre en action. Mais pour y parvenir de façon sincère, c'est comme s'il fallait qu'on ait eu le droit au préalable d'avoir ces émotions-là désagréables au départ. Puis comme je dis, chaque personne est différente, puis il y en a pour qui le processus va être très rapide, puis il y en a pour qui ça va être beaucoup plus long. Puis on est tous différents. Tous ces processus-là sont normaux. Oui, ça, c'est important à savoir aussi que les réactions de la plupart des gens sont normales. Quitte même la personne qui va chercher du papier de toilette, je veux dire, sur le coup, ça a été sa réaction, mais tu sais, il y a quelque chose derrière aussi. Oui, mais c'est ça. Tu sais, peut-être que là, le comportement est un peu exagéré pour certaines personnes, là, quand on pense au papier de toilette. Par contre, à la base, tu sais, ça part d'une réaction qui est tout à fait humaine. Tu sais, il y a de la peur qui est là. Puis peut-être que la personne, avant de se mettre en action, d'aller chercher du papier de toilette, elle avait pris le temps d'accueillir sa peur. Ça lui aurait permis de prendre du recul par rapport à son émotion, puis de réfléchir au comportement qu'elle a envie de poser. Puis peut-être qu'à ce moment-là, elle ne serait pas allée vider les étagères de papier de toilette chez Costco. Ce qui amène les gens, des fois, à poser des espèces d'actions qu'on pourrait regarder de l'extérieur qui sont un peu illogiques. Souvent, c'est cette difficulté-là, justement, de prendre conscience de ce qu'elles vivent, puis après ça, d'en faire l'analyse, puis de choisir le comportement qu'elles ont envie de poser ou qui fait sens pour ces personnes-là. Mais l'émotion de peur, à la base, elle est absolument saine parce que c'est une situation qui fait réellement peur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Personne qui a acheté beaucoup de papier de toilette, on les aime puis on vous comprend, c'est ça qu'on vous dit. Oui, on vous comprend, mais on vous encourage quand même à penser. On a laissé pour les autres. Voilà. Parfait. Ça m'amène un peu sur la piste de votre site web que j'ai regardé, puis je lisais un peu les formations que vous avez faites, puis il y en a une qui s'intitule Le piège du bonheur, introduction à l'ACT de Pierre Cousineau. Puis je me demandais justement si cette technique-là, l'ACT, ça pouvait aider avec qu'est-ce qu'on vit, puis si vous pouviez nous l'expliquer. Ben, en fait, Le piège du bonheur, c'est un livre qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Ross Harris. Qui parle de, là, vous dites ACT, mais en fait, dans le jargon, on va dire ACT. D'accord. Oui. Et puis, ben, effectivement, ce livre-là va avancer beaucoup de principes. En fait, ACT, c'est une approche en psychologie, on va dire une approche de troisième vague. Bon, c'est pas vraiment important pour les gens à la maison, là, mais grosso modo, il y a les approches cognitives comportementales qui ont évolué en approche de troisième vague, qui sont comme une espèce de mélange de thérapie, d'approche cognitive comportementale et avec une bonne touche d'humanisme, puis une espèce d'inspiration un peu bouddhiste, en quelque sorte. Là. Si on veut, je fais ça rapidement. Là, je suis pas sûre qu'ils seraient très fiers de mon résumé, mais disons, juste pour mettre en contexte,
Fait que c'est une approche Je suis sûre qu'il est content qu'on le cite. Je suis sûre que ça lui fait plaisir. Probablement, oui. Donc, ça met en contexte un peu de quoi on parle. Puis bon, c'est une approche qui va viser, entre autres, la flexibilité psychologique. Donc, on veut amener les gens à avoir une plus grande flexibilité psychologique. Parce que, grosso modo, là, c'est prendre du recul par rapport à ses émotions, à ses pensées, puis faire des choix par rapport à ce qu'on veut faire, au comportement qu'on veut mettre en action, et se mettre en action par rapport donc à ses valeurs, à ce qui est important pour soi. Ça, c'est l'approche en gros. Ce livre-là, Le piège du bonheur, est accessible à tous. Là. Tout le monde peut le lire. Là. Il est super facile à lire. Il y a beaucoup d'exercices. Il est très bien fait. Puis, c'est ça, c'est vraiment pour amener les gens à se pratiquer, à prendre du recul par rapport à leurs pensées. Donc, être capable de se voir aller. OK, j'ai peur, puis j'ai envie d'aller acheter du papier de toilette. Je prends conscience de ça plutôt que d'être en train de le faire. Avant de le faire, je prends conscience d'avoir envie de le faire, puis en prenant ce recul-là, ben c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, je peux remettre en question le comportement que je m'en allais mettre en action. Je peux me questionner à savoir si c'est vraiment ça que je veux faire. Puis là, je peux me dire, ben j'ai un bidet à la maison, j'ai peut-être pas besoin de papier de toilette pour ma survie, ou encore, ben oui, c'est vraiment important pour moi parce que X, Y, Z, là, peu importe. Mais vraiment pour être en mesure de poser des actions qui sont cohérentes avec ce qui est important pour soi et non pas qui sont le fruit d'une espèce d'impulsion qui ne va pas dans le sens nécessairement de mes valeurs. Je ne sais pas si je... Oui, ça explique bien certainement. Puis je me demande comment on peut faire pour un peu saisir notre émotion. Tu sais, souvent, quand tu es dans le moment de la peur ou de la panique, c'est peut-être pas trop dur. C'est peut-être un peu difficile de se ramener à la réalité. Donc... Ben, oui et non, là. C'est un peu comme si vous me demandiez, est-ce qu'il y a des trucs pour réussir à faire des gammes rapidement au piano? Qu'est-ce que je vous répondrais? Probablement. Ça prend de la pratique. Ouais, c'est ça. Ben, c'est la même affaire. Ça prend vraiment de la pratique. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi, là. On peut le pratiquer chez soi ou on peut le faire en thérapie avec un psychologue. Mais en gros, c'est vraiment de faire l'effort, d'être conscient de soi, de développer, on va appeler ça une position de soi observateur, un soi qui se regarde, penser ou ressentir. Puis des fois, on va commencer par suggérer aux gens de le faire, d'avoir comme 3 observations de soi pendant la journée, mettons. Fait que là, à 3 moments spécifiques dans la journée, ils vont faire sonner leur téléphone, puis ils vont prendre le temps de dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de me dire ou qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Puis, au fur et à mesure de cet entraînement-là, les gens peuvent devenir assez rapidement, tout dépendant, on n'a pas tous le même potentiel, là, mais assez rapidement. Il y a des virtuoses, des ressentis. Oui, il y en a. Puis il y en a d'autres qui sont comme un peu plus normaux, là, tu sais. Mais assez rapidement, les gens parviennent à être capables d'identifier, de se voir aller, de se voir penser. Puis c'est parce qu'aussi, à un moment donné, on se rend compte qu'on a des patterns, là, qu'il y a certaines situations qui vont nous faire vivre à répétition le même genre de pensée ou le même genre d'émotion. Puis c'est sûr, quand on est en thérapie, on est plus souvent, on parvient à les identifier un petit peu plus rapidement, mais comme je dis, c'est pas impossible d'y arriver par soi-même aussi, là. Ce qui fait que ça devient de plus en plus facile de prendre conscience de son expérience. Puis du moment qu'on est capable d'en prendre conscience, de prendre du recul, ben là, c'est sûr qu'il y a tout un travail à faire sur identifier c'est quoi qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, quelle direction je veux prendre dans ma vie. Pas tant une direction, genre quelle carrière je veux faire, là, mais davantage c'est quoi les valeurs que je veux mettre de l'avant. T'sais, moi, je suis une personne, je sais pas moi, pour qui les contacts sont importants. J'aime être au service de l'autre. Fait que c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant dans les choix que je vais faire dans ma vie, par exemple. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, le développement de soi, c'est important. Donc, les choix, des actions vont être en fonction de cette valeur-là qui est importante. Fait qu'il y a tout un travail pour les gens. Ça peut être assez difficile de savoir aussi quelles sont, tu sais, si on demande à quelqu'un, puis si je vous pose la question, là, quelles sont vos valeurs, je suis pas certaine que vous êtes capable d'y répondre comme ça rapidement, là. Ça se cible pas si rapidement que ça. Ouais. C'est quand même un travail là, de réflexion, de parvenir à les identifier. Puis souvent, quand on se met à s'observer, on peut le voir aussi à travers
nos émotions. Tu sais, quand je fais telle affaire, je me sens bien, je me sens motivée. Quand je fais telle autre affaire, ça me tente jamais, puis je trouve ça lourd. Puis ben, ce sont des indices, tu sais. La motivation, c'est un indice. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui me convient ou est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose qui me convient? Ça peut être un indice. Je dis pas que ça l'est toujours, là. Ouais. Faut pas, il y a jamais rien qui est noir ou blanc, hein. Mais Donc, il faut développer un muscle pour oui, apprendre à se connaître quasiment. absolument. Développer un muscle pour apprendre à OK. se regarder aller, puis pour apprendre à se connaître. Parfait, c'était tous de très bons trucs, très concrets. Donc, c'est le moment de l'émission où on prend une petite pause pour faire un interlude, pour écouter en fait l'interlude musical. Donc, je demande à chaque psychologue de me dire un style de musique, de me suggérer un style de musique qui les détend. Donc, vous, qu'est-ce que vous m'avez suggéré comme musique? Oui, moi, je vous ai suggéré, en fait, au départ, je vous demandais de mettre du piano parce que je trouve que le piano, c'est ce qui est le plus relaxant, ça, c'est doux, c'est beau, ça fait du bien à l'âme. Ben, je vous laissais choisir, en fait, quelque chose qui pouvait être peut-être porteur d'espoir en ces temps qui sont un petit peu plus difficiles. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre suggestion. Alors, on se quitte vers cette pièce de piano pour une minute environ. Pour les auditeurs, vous pouvez passer par-dessus si vous voulez l'interlude musical, mais je vous conseille fortement de rester. Je pense que ça fait du bien. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps aujourd'hui de prendre une pause pour vous. Donc, concentrez-vous sur la musique et détendez-vous. Donc, nous sommes de retour après cette belle pièce de piano. J'espère que tout le monde est un peu plus détendu et que ça vous a fait du bien. Donc, docteur Lamarre, nous retournons à notre entrevue. Vous êtes pas trop, vous êtes assez réveillé, pas trop zen là, pour répondre aux Il va falloir questions. que je fasse un effort, là, mais je pense que je vais être capable. Bon, parfait. Donc, on parlait d'atteindre le moment d'acceptation, là, puis que pour ça, il fallait pas nier nos sentiments plus désagréables. Donc, tu sais, pas nier là, la situation actuelle, tu sais, que c'est quand même une pandémie, puis qu'il faut l'accepter, puis que nos vies peuvent être en danger, en tout cas celles des personnes plus vulnérables surtout. Est-ce que ça veut dire, ça, que notre mantra collectif, ça va bien aller, va un peu à contresens d'une bonne gestion psychologique? Et là, ça, c'est une question très intéressante. Et puis, ben, chez les psychologues, on s'entend pas tous sur la réponse à cette question-là. Fait que je vais Ah essayer. non, Oui, non, oui. vous n'êtes pas tous Mais pareils. non. Puis en fait, je vais expliquer un peu. C'est que, puis je pense que dans les deux clans, tu sais, il y a quand même du bon, des très bonnes façons de voir les choses, disons. Mais c'est qu'à la base, ça va bien aller, ça laisse croire donc qu'effectivement, les choses vont bien aller. Mais dans la réalité, on ne sait pas. T'sais. On espère que ça va bien aller, mais on ne peut pas vraiment savoir si ça va bien aller ou pas, ou si certaines, en fait, il y a une certitude, c'est que ça va pas aller bien pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Il y en a pour qui ça va pas bien aller, ou du moins, il va avoir un bout de rough en tabarouette. T'sais.
Fait qu'en ce sens-là, ça va bien aller. On pourrait dire que c'est une distorsion cognitive. Puis ce qu'on essaye en psycho souvent, c'est de travailler les distorsions cognitives, donc essayer d'avoir des pensées qui sont le plus réelles possible et non pas des pensées qui vont être trop négatives ou trop positives. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, une distorsion C'est ça, une cognitive? distorsion cognitive, c'est comme si notre pensée, elle n'est pas cohérente avec la réalité. Exemple, si je me dis tout le monde me déteste, ben c'est probablement pas la réalité. Il y a certainement des gens qui me détestent, oui, mais probablement pas tout le monde. Ça serait une généralisation, c'est une forme de distorsion cognitive. Ça va bien aller, ça serait une distorsion cognitive comme positive, c'est-à-dire qu'on s'imagine que tout va être correct, alors que dans les faits, on ne le sait pas, puis probablement que ça ne le sera pas pour tout le monde. Fait qu'en ce sens-là, notre mantra, si on veut être vraiment à cheval sur les principes de thérapie cognitive comportementale, ben c'est pas vraiment un mantra qui serait juste à utiliser au plan psychologique. Maintenant, je suis quand même flexible et prête à... Oui, avant que tout le monde nous envoie des tomates Voilà. et nous dire qu'on est plate. C'est ça, vous gâchez notre seul Oui. moment de bonheur. Mais en fait, tu sais, c'est ça. C'est qu'il y a aussi un aspect de solidarité qui accompagne cette espèce de mantra-là qui est hyper rassembleur. Tu sais, quand les gens décident de mettre des arcs-en-ciel dans leurs fenêtres, puis que là, on prend des marches, puis on voit les arcs-en-ciel dans les fenêtres de tout le monde, c'est le fun, on sent qu'on fait partie d'une communauté, puis ça fait réellement du bien. Tu sais, on se fait pas croire que ça fait du bien, ça le fait pour bien des gens, tu sais. C'est aussi un genre de slogan qui va être très utile chez les enfants qui, eux, sont pas encore suffisamment matures psychologiquement pour être complètement dans la réalité de ce qui est en train de se passer présentement. Tu sais, ce serait trop anxiogène pour eux de faire face à la réalité crue. Et un « ça va bien aller », c'est très utile pour les aider à passer à travers cette situation-là. Au même titre que d'autres personnes qui ont une plus grande fragilité au plan psychologique, parfois, ces gens-là, on va encourager qu'ils maintiennent certaines distorsions cognitives, justement en raison de leur fragilité psychologique, puis en raison du fait que de voir les choses de façon beaucoup trop réaliste pourrait être trop douloureux, puis pourrait être même dommageable pour eux. Ah oui. Oui. Comment faire la différence entre, tu sais, à part les enfants puis les gens vulnérables, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui sont dans cette catégorie-là? Là, j'ai pas mal dit ceux qui me venaient en tête pour le moment. OK, c'est bon. Je veux juste être sûre qu'on fasse ça comme il faut. Mais j'en oublie peut-être, là, mais OK. pour le moment, là, c'est ça. Je pense à... ou des gens qui peut-être... ouais, je rajouterais ceux qui traversent des périodes qui sont peut-être plus difficiles présentement. Tu sais, quelqu'un qui était avant même toute cette aventure-là dans une période difficile, tu sais, d'une grande incertitude, un problème de santé ou je sais pas. Ben, ces gens-là aussi ont peut-être besoin de s'accrocher à des fausses vérités pour le moment parce que ça va les aider à traverser la période actuelle, tu sais. Fait qu'en ce sens-là, ça va bien aller. C'est pas un crime contre l'humanité, là. Je pense que ça peut avoir du bon. Mais c'est sûr que quand on est... quand on regarde ça vraiment d'un œil purement, disons, de thérapeute, c'est vraiment pas ce que j'aurais suggéré à un client d'emprunter comme stratégie pour traverser l'épreuve actuelle, tu sais. Tout dépendant, encore une fois, là, de certains facteurs. Fait qu'en ce sens-là, peut-être qu'on aurait été plus vers quelque chose avec un client du style ben, ça va bien maintenant. Disons, on prend conscience à l'heure actuelle, ça va bien. Plus tard, on le sait pas, fait qu'on n'en parle pas. Mais maintenant, ça va bien. Puis je vais focusser sur le fait que pour le moment, j'ai de la nourriture, j'ai un toit sur la tête, ma famille est en santé, ça va bien maintenant. T'sais. Intéressant. Oui, ou sinon, tu sais, si on veut quelque chose qui pourrait être, disons, plus juste, entre guillemets, psychologiquement, puis qui s'appliquerait à plus de gens, ben, on pourrait y aller avec des « adaptons-nous à la situation ». Ah oui, c'est moins sexy, adaptons-nous. Au plan marketing, on s'entend, là. C'est moins gagnant. Ou encore, je pense que notre premier ministre, je suis pas sûre je pense que c'est lui qui avait dit ça, qu'on était en train de mener la plus grande bataille de notre vie, tu sais. Ben, justement, tu sais, ça, il peut y avoir quelque chose de très solidaire dans cette idée-là, puis qui est très réaliste. Pour beaucoup, ça va être effectivement la plus grande bataille de notre vie, puis on se serre les coudes à travers ça. Mais encore une fois, ça prend beaucoup de place, ça, quand on veut faire un petit arc-en-ciel dans notre fenêtre, là. La plus grande bataille de notre vie, c'est long à écrire. Donc,
Donc, Ouais. mais Ça peut être un peu extrême, les images qui viennent avec aussi, tu sais, comme... oui, effectivement, oui. Donc, ça va bien maintenant. Est-ce qu'on peut garder l'arc-en-ciel quand même? Moi, ça me va, l'arc-en-ciel, je vois pas OK. de problème avec ça, là. Peut-être que mon opinion changera au fur et à mesure que la situation avancera, mais pour le moment, ça me convient. Je me disais aussi peut-être une situation, en tout cas, dont moi j'entends souvent parler, c'est qu'il y a plusieurs personnes, tu sais, même si on accepte la situation et tout ça, qui demeurent un peu stressées de sortir de la maison, tu sais. On sait qu'il faut suivre les instructions, là, tu sais, rester à la maison le plus possible, sortir pour les besoins essentiels, mais à ce que je sache, là, tu sais, sortir prendre de l'air, c'est encore accepté pour le moment, faire Mhm, l'épicerie. Donc, en autant qu'on se lave les mains au retour, là, puis avant de partir, il n'y a pas de problème. Donc, mhm. peut-être qu'il y a des gens qui se créent une petite phobie de sortir, on sent un peu en ce moment. Tu sais, même moi, je dirais, je sors dehors des fois juste faire mon épicerie, puis j'ai comme un stress additionnel. Là, fait que je me demande, est-ce que vous avez des trucs à nous donner pour qu'on évite peut-être de se développer là, des petites peurs inutiles ou, c'est ça, des Mhm. phobies? Absolument. Ben oui, puis il y a des gens qui sont plus susceptibles à développer des phobies, là. Des gens qui ont tendance à être plus anxieux ou qui ont déjà d'autres phobies vont être plus susceptibles de le faire. Puis on est dans un contexte, tu sais, qui peut être très... donc, c'est un terreau fertile, disons, pour le développement de phobies, parce que effectivement, ben vous le dites, vous le vivez vous-même, là. Ça peut devenir, comme tout devient un peu plus stressant. Tu sais, c'est pas comme d'habitude. Puis tu sais, la maladie, on peut pas la voir. On ne sait pas si elle est, tu sais, on ne sait pas si on va être contaminé. On ne sait pas si on va contaminer d'autres personnes. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Puis dans ce temps-là, l'incertitude, c'est sûr que c'est vraiment efficace pour développer de l'inquiétude ou du stress, de l'anxiété. Donc, c'est sûr que, bon, vous les avez mentionnés, il y a plein de mesures qu'il faut prendre, absolument. Donc, c'est normal et c'est attendu de tous qu'on fasse l'usage de la prudence en se lavant les mains, en faisant pas exprès non plus pour faire 15 voyages à l'épicerie pendant la semaine. Là. C'est suffisant, normalement. Mais être prudent, ça veut pas dire paniquer. Puis c'est là où parfois la limite elle est un peu floue. C'est-à-dire que c'est pas parce que je me lave les mains que je suis obligée de le faire avec des idées catastrophiques en tête. Hmm. Pendant que je me lave les mains, je peux juste me rappeler que je les lave correctement, assez long, avec une durée assez longue, avec la stratégie de lavage de mains, là, la bonne technique, puis tout ça. Puis du moment que j'ai fait ça, c'est beau. C'est correct, j'ai lavé mes mains, c'est fait. Ça me sert à rien de me dire « Ah, mais ça se peut que je les ai pas bien lavées. » Je veux dire, à un moment donné, c'est fait, là, ils sont lavés. Puis après ça, il y a aussi une partie qui est très difficile à faire, surtout c'est des gens qui ont peut-être un petit peu moins de flexibilité psychologique, mais accepter qu'il n'y a pas de risque zéro. C'est-à-dire Hmm. que même si je me lave très bien les mains, même si je mets en place toutes les mesures qu'il faut, ça se peut qu'à l'épicerie, pour une raison ou pour une autre, je me retrouve contaminée. Il n'y en a pas de risque zéro. Puis je peux pas vivre dans l'espoir de mettre en place suffisamment de mesures pour atteindre le risque zéro. Ouais. Il n'existe pas. Ça revient un peu à la question du départ, là, de l'acceptation, dans le fond. Ouais. Exactement, c'est ça. Donc, je peux pratiquer l'acceptation du risque qui est là. Donc, la partie sur laquelle j'ai du contrôle, c'est appliquer les recommandations. Ça, je peux le faire. Puis après ça, ben, il va rester une part d'incertitude qui va demeurer. Puis c'est comme s'il faut que j'accepte de vivre avec ça. Euh, puis si je viens qu'à sortir puis que j'ai de la misère parce que je vis du stress, ben je peux me rappeler, OK, ça me stresse, c'est normal que je sois stressée. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire, puis après ça, advienne que pourra. Maintenant, tu sais, on n'a pas tous, encore une fois, on n'est pas tous égaux au plan psychologique, là, et c'est correct de respecter ses limites. Il y en a qui vivent beaucoup moins de stress que d'autres, puis c'est correct. Il y en a qui vont préférer se faire livrer leur épicerie pour vraiment pas sortir de la maison, alors que d'autres vont vraiment trouver des excuses pour sortir à tous les jours. On est tous différents. C'est correct qu'on soit tous différents, puis c'est important d'être dans le respect de ses propres limites dans cette situation-là. On vit suffisamment de stress, c'est pas nécessairement le temps de s'exposer à des stress qui sont trop importants pour ce qu'on est capable de tolérer à l'heure actuelle.
Est-ce que aussi, si on demeure, si on a tout pratiqué ces belles mesures bienveillantes, mais qu'on demeure un peu encore stressé, là, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire dans mon quotidien là, pour réduire mon stress, pas juste quand je vais sortir dehors, mais tu sais, j'ai accepté la situation, mais tu sais, c'est vrai que c'est normal d'être stressé, donc comment je fais pour réduire mon stress? Mhm. Ben oui, c'est une excellente question. Puis en fait, il y a différentes stratégies. Tu sais, je parlais au départ là, que le stress, c'est une réaction physiologique là, qui est tout à fait normale. Puis qu'entre autres, il va y avoir dans la réaction de stress du corps une production, une libération d'hormones. Ben, ce qu'on veut, c'est faire diminuer ces hormones-là dans notre corps. Tu sais, entre autres, on pense au cortisol, qui est une hormone de stress, qu'on utilise souvent comme mesure dans les études sur le stress. Puis il y a plein de choses qui peuvent contribuer à faire baisser les taux de cortisol, notamment à faire du sport. Et puis là, ben, c'est merveilleux parce qu'il y a plein d'initiatives là, d'exercices sportifs là, qu'on peut aller trouver en ligne. Là. Ben, c'est le temps là, de transformer notre salon en gym intérieur et d'être actif à la maison. Fait que le sport va contribuer à faire diminuer les taux de cortisol, travailler des stratégies de respiration, la respiration abdominale. Vous pouvez observer, il y a plein de vidéos sur YouTube là, sur comment faire la respiration abdominale ou faire de la méditation. C'est sûr que ça, généralement, pour faire baisser le stress, tu sais, quand on fait une pratique là, quotidienne pendant plusieurs semaines, ça va avoir une plus grande efficacité que si je le fais juste dans des moments où je suis stressée. Là. Aussi rire, c'est le temps d'aller sur Netflix écouter vos meilleurs humoristes. Le rire va aussi avoir un impact positif sur la réduction des hormones de stress dans le corps. Chez les gens qui, par exemple, ont une spiritualité qui est active, ben la prière, ça peut aussi avoir cet impact-là. Écouter de la musique. On l'a fait ensemble Oui. tout à l'heure. Là, je suis sûre que pour certaines personnes, si on avait fait un petit esprit et post sur les taux de cortisol, peut-être qu'on aurait vu une différence. Puis en fait, je voudrais terminer avec un que je trouve assez cocasse, mais qui est quand même mignon. Flatter un Ah oui, animal, si on a... apparemment, peut aider à faire diminuer les taux d'hormones de stress dans le sang. Et puis là, on parle d'un animal, on parle pas nécessairement d'un animal qui a un poil très doux. Là, apparemment que flatter une tortue, ça serait aussi efficace que de flatter un chien ou un lapin. Moi, je flatte mes plantes des fois. Je sais pas si c'est ça compte là-dedans, mais Mmh! j'ai pas d'animaux. Fait que je dis: «Ah, je parle à mes plantes, je leur dis: "Ça va bien aller aujourd'hui"». Oh, ça va bien maintenant, chère plante. Oui, ça va bien maintenant, oui. Ben, je le sais pas, mais j'ai envie de dire Ouais. que ça fonctionne aussi. Mais je le sais pas. Mais en fait, c'est ça. Fait que je sais que des refuges animaux qui, à l'heure actuelle, sont à la recherche de familles d'accueil pour prendre soin des animaux là, à court ou Mmh. moyen terme. Fait que ça peut être, on peut, on peut joindre l'utile à l'agréable, faire diminuer nos taux de stress en même temps, nos taux d'hormones de stress, en même temps, faire profiter, Un animal qui a faire besoin d'être accueilli. Super. exactement. Écoutez, merci pour les beaux conseils. Il y a toujours une partie de l'épisode où j'aime rappeler, bien sûr, que il y a des personnes qui vivent peut-être des situations vraiment plus précaires et difficiles en ce moment. On les oublie pas. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, comment ces trucs-là s'adaptent là, pour quelqu'un? Tu sais, l'acceptation, Mhm, peut-être, c'est pas évident là, dans le cas de quelqu'un qui perd son emploi ou tu sais, que son entreprise va pas bien. Est-ce que vous avez des mhm. conseils pour eux? Ben absolument, mais en fait, tu sais, j'ai pas des conseils qui vont, tu sais, je suis pas une Ouais. magicienne, là, puis je peux pas leur enlever leur détresse. Ça va faire partie de leur expérience à eux, puis de ce qui va colorer leur vie. Euh, Mais par contre, j'aurais tendance à vouloir normaliser cette détresse-là. Tu sais, c'est normal, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui vont subir des conséquences, pas juste au plan de leur santé physique ou de la perte d'un être cher, mais la santé financière aussi va être affectée de différentes façons. Des rêves d'entreprise vont être détruits. Tu sais, il va y avoir beaucoup de détresse, puis c'est tout à fait normal.
Puis c'est normal de passer à travers différentes étapes dans un processus comme celui-là. Un peu comme un processus de deuil. Parfois, on va avoir à faire le deuil de projets financiers qu'on avait ou carrément bon, le deuil de son entreprise pour certaines personnes. Et puis, chacun de ces processus de deuil-là ont tendance disons, à se produire, on a tendance à passer par les mêmes étapes à travers chacun de ces processus de deuil-là. Puis ça passe, par exemple, au départ par le choc. Puis tu sais, ça, je pense que pour beaucoup, c'est survenu le choc, mettons, le 13 mars, là, quand on a appris que les écoles étaient fermées, puis que là, OK, c'était vraiment sérieux, cette histoire-là, là. Puis souvent, quand on est dans le choc, on a l'impression que c'est irréel, là, cette situation-là. C'est comme si on n'arrive pas à intégrer cette réalité-là qui est en train de se produire. Puis on peut être dans le déni, puis probablement, tu sais, qu'il y en a beaucoup, des gens qui écoutent présentement qui, au départ, n'ont pas pris les mesures au sérieux, puis n'ont pas tout de suite mis en place les mesures de confinement ou le lavage de mains ou peu importe, parce que ben il y avait pour beaucoup de gens, il y a aussi une période de déni qui va être traversée où on nie la réalité qui est en train de se produire. C'est un peu comme quand, par exemple, on perd un être cher, puis on se réveille le matin, puis on a l'impression qu'il est encore vivant, tu sais. Il y a comme c'est comme si le cerveau il parvenait pas là, à intégrer cette information-là. On est dans le déni, ça se peut pas cette affaire-là. Bon, puis à un moment donné, on finit par l'absorber. Puis là, c'est là qu'on tombe dans la tristesse ou dans la colère. Puis on peut passer d'un à l'autre. Là, on peut faire des allers-retours. C'est pas un processus linéaire là, le processus de deuil. C'est normal. Fait que si, par exemple, je dois finalement, je peux être dans le déni par rapport à mon entreprise, puis là, finalement, à un moment donné, ça me frappe, je me rends compte que les chiffres, ça marchera pas pantoute, je suis mieux de fermer ou de faire faillite, ben là, je vais traverser toutes sortes d'émotions là, qui sont de l'ordre de la colère, de la tristesse, puis je peux me promener un peu là-dedans pendant un certain temps. Puis après un certain temps, je peux m'approcher d'une certaine forme d'acceptation. C'est comme si là, je me dis, ben coudonc, tu sais, c'est ça qui est en train d'arriver. Là. Que je braille, que je me fâche, j'ai même plus envie de pleurer, j'ai même plus envie de me fâcher, c'est ça qui est ça. Donc là, je m'approche davantage de l'acceptation dans ce temps-là, ce qui va me permettre éventuellement de pouvoir me mettre en action pour une prochaine étape de ma vie. Puis pour ça, ben les gens doivent se rappeler que s'ils ont été en mesure de se rendre où ils sont dans la vie, généralement, c'est qu'ils sont fait face à d'autres épreuves dans le passé. Puis ils ont été capables de les traverser. Donc, c'est comme si ces épreuves-là, dans le passé, c'était des préparations à ce qu'ils sont en train de vivre présentement, tu sais. Fait que faire confiance à son expérience, faire confiance aux épreuves qu'on a traversées, faire confiance à sa capacité de résilience, sa créativité, son ingéniosité, puis être capable d'utiliser ça pour traverser l'épreuve actuelle. Fait que c'est ce que je dirais, mais je suis pas en train de dire que c'est facile, puis que c'est simple, puis que ça devrait se faire en 2 temps, 3 mouvements. Absolument pas. Faut accepter, encore une fois, que tout le monde n'est pas égal à ce niveau-là. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais que c'est important de faire confiance aux ressources personnelles qu'on a tous, individuellement puis collectivement, pour se rappeler qu'on peut traverser ces épreuves-là. Bon, il y a un sujet beaucoup plus complexe, là, peut-être, qui est la violence familiale. On n'embarquera pas là-dedans parce que c'est justement un sujet assez compliqué. Je voudrais juste dire aux personnes peut-être qui vivent des situations plus stressantes, qui sont en détresse, qu'on est avec vous, qu'on vous oublie pas, ne vous sentez pas seul parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à vous, il y a des gens qui mettent en place des ressources pour vous. Puis je vais laisser également sur la page de la balado d'autres ressources, par exemple Suicide Action Montréal, SOS Violence Conjugale, donc des pages là, que vous pourrez consulter là, si vous avez besoin d'un accès rapide à une ressource d'urgence. J'aimerais terminer en nous offrant un moment de réconfort. Habituellement, je donne le mot de la fin au psychologue, mais avec vous, Dr. Lamarche, j'aimerais ça faire peut-être un petit exercice concret de gestion du stress ou de l'anxiété. Donc, je vais agir à titre de cobaye pour l'exercice. Puis, vous pouvez me faire
Mais pas ce que vous voulez, là, mais... Oui, oui, oui. Pas d'inquiétude, je vais pas profiter de, de ce moment. Vous pouvez le faire à ceux qui écoutez là en même temps, n'hésitez pas à le faire là, il y a rien de dangereux. Donc là, je vous encourage, vous n'avez pas besoin nécessairement de me le dire, mais je vous encourage à essayer de connecter avec une pensée ou une émotion qui est présente en vous ces temps-ci. On va parler d'une émotion plus désagréable, ça va être plus facile de faire l'exercice en ce sens-là. Donc, quelque chose qui vous dérange, on parlait de stress, on a parlé beaucoup de stress aujourd'hui, ça peut être ça. Donc, d'essayer de vraiment la ressentir. Donc, prendre le temps là, d'entrer en contact avec cette émotion-là. Pour ceux qui ont choisi le stress, vous pouvez penser à ce qui vous stresse, à ce qui vous fait peur, à, à, à ce qui est anxiogène pour vous à l'heure actuelle. Puis quand vous êtes en mesure d'entrer en contact avec cette émotion-là, vous allez voir que ça vous fait vivre probablement des sensations dans votre corps. Donc, je vous encourage à juste observer ces sensations-là. Prendre le temps d'observer. Donc, puis même à travers cette observation-là, juste de donner peut-être d'associer la sensation à une image. Pour certains, là, quand on parle de sensations désagréables, on peut parler d'une boule dans la poitrine. C'est quelque chose qui revient souvent, ou un étau, ou un volcan, ou ça peut être une image tout à fait concrète, comme une image absolument abstraite. Peu importe, je ne vous demanderai pas de me la communiquer, je vous demande juste de vous la représenter dans votre tête. Puis par le biais de la respiration, vous allez juste observer cette image-là. Donc, prendre le temps de bien inspirer, de bien expirer, puis de regarder cette sensation-là sous la forme d'une image. Puis vous allez la regarder de tous les bords, tous les côtés. Vous allez essayer de vous imaginer un peu sa texture, sa température, son poids, sa densité. Essayez vraiment là, de vous représenter cette sensation-là que vous vivez avec l'image de façon la plus complète possible. Toujours en continuant de bien respirer. Et puis là, à chaque inspiration, vous allez vous imaginer que l'air, quand vous inspirez, vient faire le tour de cette image-là ou de cette sensation-là que vous ressentez. Comme si elle enveloppait un peu votre sensation. Puis à chaque expiration, l'air, en quittant, laisse un espèce de sillon autour de votre sensation. Comme si chaque inspiration était une vague sur la plage qui entourait une roche. Puis en quittant, elle laisse un sillon autour de la roche. Puis de cette façon-là, vous dégagez de l'espace à l'intérieur de vous. Votre sensation est toujours là, mais c'est comme si vous dégagez de l'espace entre vous et votre sensation. Puis elle devient de plus en plus tolérable. Donc, je vous encourage à prendre le temps de bien respirer, bien vous imaginer cet air-là qui vient envelopper la sensation, l'air qui quitte en laissant un espace autour de la sensation, cet espace-là qui s'agrandit au fur et à mesure de chacune de vos respirations. Puis, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que même si vous ressentez un inconfort, une sensation qui est désagréable, ça ne prend pas toute la place à l'intérieur de vous. C'est absolument tolérable, puis vous pouvez tout à fait continuer à vaquer à vos occupations, même si vous ressentez cette sensation-là. Puis ça, cet exercice-là, bien, ça vous amène non seulement à réaliser que vous pouvez tolérer des sensations désagréables, donc des émotions désagréables, mais non seulement vous pouvez les tolérer, mais peut-être même que vous pouvez les accepter, étant donné qu'elles ne sont pas si menaçantes que ça, finalement. Moi, je sais pas pour les gens qui écoutent, mais ça a fonctionné. Oui, phew! Mais je sais pas si c'est pertinent que j'en parle, mais je vais le faire parce que j'ai choisi un exemple que je suis pas vraiment gênée de partager, là. Dans le fond, moi, je pensais à un peu que j'étais dans l'impuissance, tu sais. Moi, je peux pas voir ma famille, tu sais, parce que un peu comme beaucoup de gens, là, tu sais, ma famille se trouve dans d'autres régions, ma petite sœur, mes parents.
Puis on dirait que je voudrais être sûre qu'ils sont corrects, puis je voudrais faire quelque chose pour les aider, mais je suis un peu impuissante en ce moment. Puis je suis certaine qu'ils sont parfaitement capables de s'occuper d'eux-mêmes, mais c'était quand même mon petit stress. Puis j'imaginais comme une espèce de grande plaque de métal, on dirait comme sur ma poitrine, qui avec des clous qui m'empêchaient de, pouvoir les aider. Ouais, exact, un peu, de les aider puis de respirer en même temps, tu sais, comme si ça me bloquait, tu sais, j'étais comme vraiment dans l'impuissance, là, j'étais bloquée par cette... Puis vraiment, là, quand j'ai commencé à respirer en même temps qu'imaginer l'air qui allait autour de la plaque de métal, là, ça a comme vraiment diminué, puis ça a parti, ça a vraiment fait du bien. Puis, tu sais, l'objectif, c'est pas que ça s'en aille complètement, parce que là, on serait comme finalement en train d'essayer d'éliminer cette expérience-là, puis c'est pas ça qu'on veut faire, on veut pas nécessairement l'éliminer, mais on veut accepter que ça fait partie de nous, mais que ça prend pas toute la place. Oui. Puis, tu sais, je veux pas... Peut-être qu'il y a des gens qui ont rien senti ou qui ont senti carrément d'autres choses. Tu sais, moi, c'est comme... On va dire que ma plaque de métal était plus petite, on va dire, mais c'est un peu un genre d'exercice méditatif, dans le fond. Exactement. Ça s'appelle, en fait, là, cet exercice-là, il est tiré disons, inspiré du livre Le piège du bonheur, dont on parlait un peu plus tôt. Ça s'appelle un exercice d'expansion. C'est vraiment, ça vise vraiment de l'acceptation puis la tolérance à une expérience désagréable. Bon, bien, parfait. Mais j'invite les gens peut-être à le réécouter si vous voulez le refaire. Peut-être on parlait de développer son muscle, peut-être aussi que ça peut aider de le refaire plusieurs fois. Absolument. Un grand merci, Dr. Lamarre, pour votre présence à l'épisode. On s'est très apprécié. Ben, c'est un grand plaisir, en espérant vraiment que les gens vont pouvoir bénéficier du contenu de l'épisode, puis que ça peut amener un baume un peu là, dans cette expérience-là, qui est quand même, on va se le dire, assez difficile. Oui, merci, j'en suis certaine. Puis j'en profite également pour remercier bien tous ceux qui sont à l'écoute. J'espère que vous sortez, comme Dr. Lamarre nous le disait, de notre aire de repos un peu plus apaisé, avec un baume sur votre cœur. N'hésitez pas à partager cet épisode à des gens qui vous croyez pourraient en bénéficier. Vous pouvez également m'envoyer des commentaires ou des suggestions sur la page Facebook, la page Instagram. Il y a aussi un courriel qui s'intitule Aire de repos balado@gmail.com, donc à commercial@gmail.com, auquel vous pouvez nous envoyer là, toutes questions. Peut-être que vous voulez des sujets que vous voulez qu'on aborde ou des questions que vous voulez qu'on pose à d'autres psychologues. Donc, courage tout le monde. On essaie d'accepter la situation actuelle. Ça va bien maintenant. Puis, si le besoin se fait sentir, vous êtes toujours les bienvenus à venir prendre une pause dans cette heure de repos.